Bonjour à tous, merci pour votre présence pour notre huitième conférence Pacte, organisée par le Carrefour F de la région Centre-Val de Loire, le GIP Alpha Centre Val de Loire. Donc je me présente, Ampressat Madivanan, chargé d'études au sein du GIP, et donc je suis en charge d'organiser les conférences. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence sur un public en grande difficulté, sans contact avec les institutions sociales et auxquelles vous pouvez être amené à rencontrer au quotidien. Je veux parler des jeunes invisibles. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Comment les repérer et les remobiliser? L'objectif de notre conférence sera donc de répondre à toutes ces questions. Pour traiter la thématique d'aujourd'hui, nous sommes tournés vers une universitaire et experte de la jeunesse invisible, Claire Bernot-Caboche. Elle est docteure en sciences de l'éducation et spécialiste de la jeunesse invisible. Elle animera notre conférence avec un programme riche en contenu, avec une première partie sur la sociologie et les enjeux des invisibles, une deuxième sur l'état des lieux et un focus sur les autres pays européens, avant de terminer sur les différentes méthodes à la fois pour aller vers et pour remobiliser les jeunes invisibles. Afin d'appuyer le propos, nous terminerons la conférence par la présentation de 3 expérimentations du pic repérage des dispositifs à la fois de la région, mais pas que. Et leurs interventions seront ponctuées par vos questions, remarques et témoignages. Alors n'hésitez pas à nous les faire parvenir via le chat. Bonjour, donc voilà, je suis Claire Bernot-Caboche, je suis docteure en sciences de l'éducation sur une problématique qui est tout à fait d'actualité. C'est la problématique en fait de la jeunesse invisible. Donc cette jeunesse invisible qui questionne beaucoup les politiques, qui questionne les acteurs, qui questionnent les familles et bien évidemment qui questionnent la jeunesse. On va commencer par quelques définitions parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on n'en connaît pas comment le vocabulaire. Donc, les invisibles, que sont les invisibles? Ce sont les jeunes qui ont entre 15 et 29 ans sans statut. Donc, qui sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, et ni en accompagnement. Invisibles dans les statistiques, particulièrement, pas forcément dans la société, mais dans les statistiques. Donc, j'ai créé 4 degrés d'invisibilité pour que l'on puisse comment observer l'ensemble de cette population. Donc, on a les jeunes en emploi précaire qui sont en risque de devenir invisibles. On a les jeunes en accompagnement long, c'est-à-dire les jeunes qui sont suivis par les missions locales, par les Pôle emploi, par le RSA. On a les jeunes qui sont en accompagnement court, là, donc qui bénéficient juste d'un accompagnement anonyme, ponctuel. Et puis, on a les jeunes sans aucun statut, donc les jeunes invisibles. Les 3 premières catégories sont des catégories en risque de tomber dans l'invisibilité totale. Ensuite, on a les NEET, et on a rajouté les GIC. Alors, les NEET, ce sont les jeunes toujours 15-29 ans, ni en éducation, ni en formation, ni en emploi. C'est une mesure internationale. Et donc, dans les NEET, nous n'avons pas les jeunes en emploi précaire, donc contrairement aux invisibles. Les GIC, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une mesure française qui a été créée par l'INSEE. Et en fait, ce sont les jeunes qui sont inactifs ou au chômage. Donc voilà, c'est une mesure qui permet, là, les NEET permettent de calculer la problématique au niveau national, régional, voire européen et internationale. Les GIC permettent de travailler sur le niveau national, régional, départemental et ce qui est très intéressant au niveau des EPCI, c'est-à-dire des communautés de communes qui sont des territoires de proximité. Donc, on a un autre
autre phénomène qu'il est important de connaître, c'est la précarité. Bon, tout le monde sait, absence d'une ou plusieurs des sécurités, permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Donc, la précarité génère, d'une manière générale, souffrance et isolement. Ensuite, on a une notion qui a été mise à jour dans mes travaux de recherche, c'est le descendeur social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un quart, voire maintenant un tiers des jeunes vivent moins bien que leurs parents, quel que soit leur niveau d'éducation. Ensuite, on a l'ascenseur social que tout le monde connaît, donc les jeunes issus des quartiers sensibles vivent mieux que leurs parents grâce à un niveau d'éducation plus élevé. Ensuite, il est important de savoir qu'il y a deux problèmes majeurs subis par les jeunes invisibles. Donc, on a le premier, c'est stopper le flux des décrocheurs de l'éducation nationale, qu'elle soit générale, technologique ou professionnelle. Cela demande de la prévention du décrochage et de la réussite éducative à l'intérieur de l'éducation nationale. Ensuite, on a ce flux qui alimente le stock, donc c'est la gestion du stock des invisibles. C'est un vilain mot parce que parler de jeunes, parler de stock pour les jeunes invisibles, mais cela dit, c'est exactement l'image que cela donne. Donc, cela demande d'aller chercher les jeunes sur les territoires, les remobiliser dans une dynamique de projet pour de la formation, de l'emploi ou encore un service civique ou toute autre activité qui les remette dans le fil de leur vie. Donc, après avoir justement défini tous ces mots, on peut dire qu'aujourd'hui, pour la gestion de ce stock, c'est-à-dire les remettre dans une dynamique de projet, ces jeunes, en fait, on a toujours la limite de l'emploi. Est-ce que après les avoir remis dans cette envie, en fait, de sortir de leur isolement, est-ce qu'ils vont trouver au final de l'emploi qui va leur permettre de devenir des adultes accomplis, autonomes, etc. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour éviter de se retrouver dans ce stock de jeunes invisibles, des jeunes diplômés acceptent du travail nécessitant une qualification infra et prennent de fait la place des non-diplômés. Donc, je dis que c'est l'effet domino ou l'effet déclassement. Mais ce qui fait que les jeunes en situation d'éducation à faible niveau, en fait, se retrouvent éliminés encore plus de l'accès à l'emploi. Donc, toujours cette limite de l'emploi. Ensuite, un jeune invisible, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une entrée en invisibilité. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur j'ai interviewé, j'ai eu des entretiens avec plus de 150 jeunes invisibles et j'ai compté plus de 80 causes d'entrée en invisibilité. Donc, on ne peut pas réduire l'invisibilité, la compréhension de l'invisibilité des jeunes à une cause ou 2 causes ou 3 causes. C'est dans un parcours de vie un élément qui a déclenché cet isolement, ce décrochage de la vie. Les conséquences sont de toute façon toujours la souffrance et le mal-être. Donc, ce décrochage, il peut avoir une cause personnelle, un handicap mal géré, la perte d'un proche qui n'a pas été traité correctement, des violences subies qui n'ont pas été traitées non plus, des soins impossibles, des lunettes, un système auditif qui ne nous permet pas de suivre à l'école. Pour les jeunes
jeune fille une grossesse précoce, malheureusement difficile à gérer, donc qui entraîne à ce décrochage. Dans la famille, ça peut être comment un problème d'autorité, de logement exigu, d'emploi précaire de la famille, enfin des parents, ça peut être la religion qui domine la loi, ça peut être comment un problème d'alphabétisation ou d'illettrisme des parents, ça peut être comment l'incompréhension aussi des parents des difficultés des jeunes. Donc voilà, à l'école, bien évidemment, ça peut être un décrochage avec suite à du harcèlement, à de la violence subie, comment à des stages non trouvés, à comment tout un tas de raisons. Dans la cité, bien évidemment, c'est pareil, il y a encore tout un tas d'éléments. Je ne vais pas vous les citer tous parce que 80, ce serait un inventaire à la Prévert. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ces multiples causes d'entrée en invisibilité ont pour conséquence commune la souffrance et le mal-être de ces jeunes. On ne peut pas dire ils ont choisi, on peut dire ils ont subi, ils n'ont pas réussi à gérer à un moment donné. On ne les a pas accompagnés à gérer ces différentes causes et du coup, ils se retrouvent en invisibilité totale. Donc, ensuite, ça nous amène à dire un jeune, un ou des problèmes. Donc, il faut trouver une ou des solutions pour chaque jeune. Je voulais continuer sur quelque chose qui est, comment dirais-je, qui va vous donner une image, ou quelques images de ces jeunes. Lors d'entretiens, à la question un jeune invisible, c'est quoi pour toi? Je vous ai choisi 3 réponses parmi toutes celles que j'ai reçues. Pour Quentin, un jeune invisible, c'est moi. 27 ans, je ne suis rien, nos futurs. J'ai fait des études supérieures parce que les professeurs et mes parents me disaient « Si tu fais de bonnes études, tu auras une bonne formation qui t'apportera un bon emploi. » Et ça fait 3 ans que je cherche un emploi à la mesure de mon diplôme, me permettant de partir de chez mes parents. Donc voilà pour Quentin. Pour Mohamed, un invisible, c'est moi. Depuis 5 ans, j'ai décroché du collège en 3e parce qu'il voulait m'envoyer dans un CAP de mécanicien alors que je voulais être boulanger. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et les missions locales veulent m'imposer des solutions qui ne me plaisent pas. Je ne vois pas la fin de ma galère, mais je peux dire que je sais ce que je ne veux pas être. Une croix dans une case. Et pour Florian, un jeune invisible à la société, c'est moi. Il y a 2 ans encore, j'étais en école d'ingénieur privée avec de belles réussites. Je n'ai pas trouvé l'entreprise qui acceptait de me prendre en stage de fin de formation. L'école a pris l'argent de mes parents, mais ne m'a pas aidée. Je n'ai donc pas obtenu mon diplôme, 5 ans perdus. Je suis maintenant le seul de ma promotion sur le bord du chemin. Mes amis sont partis, mon ami m'a quitté, je ne suis plus rien. Ma vie est derrière moi. Si mes parents ne m'avaient pas recueilli et accompagné, je ne serais plus là. Florian est très abîmé par son invisibilité subie. Il ne se voit aucune perspective d'avenir. Au mieux, les parents font preuve d'une certaine empathie. Au pire, les invisibles se retrouvent dans la rue. 40% des SDF ont moins de 25 ans. Donc, c'est un vrai souci. Et puis, la parole d'un parent qui m'a semblé intéressante. Une porte fermée, 2 portes, 3, 10, parce que j'habite du mauvais côté de la rue, parce que j'ai fêté mon anniversaire une semaine trop tôt, parce que je n'ai pas le bon diplôme, ou parce que je suis surdiplômée, ou encore que je n'ai pas trouvé le stage pour valider ma formation, mais aussi parce que j'ai besoin d'un psy et que le premier rendez-vous est dans 3 mois, c'est bon, j'arrête de chercher. Voilà ce que les parents entendent de la part de leurs enfants, ce qui pose un vrai, de vraies questions.
Donc, une chose qui est entendue par beaucoup d'acteurs, aujourd'hui on dit, ou qui est dite, relayée par beaucoup d'acteurs, on dit les jeunes sont entre zapping, immédiateté, etc. Et en fait, en analysant un petit peu plus profondément justement cette nouvelle manière d'être des jeunes, cette manière de ne pas se fixer, de ne pas être sur une lancée, ce qu'on aurait pu appeler la voie royale, c'est-à-dire une bonne éducation, une bonne formation, comment un bon emploi, voilà, sans rupture, linéaire, comment les jeunes zappent. Oui, c'est sûr. En fait, on peut dire, ces jeunes, qu'ils sont entre défiance et perdition. La société ne leur fait pas de cadeaux, ils n'en feront pas à tout représentant d'institution, voire de l'autorité, entreprise, école, administration, quitte à ne pas recourir à leurs droits et à s'auto-censurer. Le taux de non-recours aux droits frise les 40% en moyenne, notamment par manque d'information, découragement devant la complexité, refus de la stigmatisation, taux qui peut dépasser les 90% sur quelques territoires. Donc ça pose vraiment question. On peut dire que le zapping, c'est une forme de gestion de la frustration face au principe de réalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est plus profond que ça. Donc, pourtant, il existe une multitude de structures pour répondre aux besoins des jeunes, mais il faut rentrer dans des cases, comme disaient certains jeunes pendant les entretiens. Donc, entre défiance et perdition, on en arrive à un double paradoxe. Ils se mettent en mode protection, ils s'automutilent. Alors, qu'est-ce que j'entends par mise en mode protection? En fait, en conséquence, cette mise en mode protection, en conséquence, rien ne les attend. Ils zappent quand ils en ont envie pour éviter de se faire virer ou qu'on leur dise non, donc de souffrir, pour montrer également qu'ils sont libres de choisir et d'avoir le dernier mot. Donc, côté protection. Et puis, l'autre paradoxe, enfin le deuxième pendant, c'est ils s'automutilent. Piercing, tatouage, prise de risque inconsidérée, addiction démesurée. Certains me diront qu'ils ne sont pas d'accord avec piercing, tatouage, mais cela dit, je les mets quand même dans ma description. Donc, la souffrance physique qu'ils s'auto-infligent masque la souffrance psychique de leur situation de jeunes invisibles, relégués de la société, en inutilité sociale, n'être rien, comme ils le disent si justement. Donc, pourtant, ces jeunes ont un avis sur tout. Ils se sentent solidaires, citoyens, européens, mais ils peuvent ne pas le montrer, ne pas voter par défi. C'est leur façon aujourd'hui de dire leur désarroi. Toutefois, soyons attentifs, cela peut évoluer jusqu'à l'effacement de la société, tels les hikikomori ou les évaporés du Japon qui ont bâti une société parallèle, ou au contraire, la révolution, telle le printemps arabe d'il y a quelques années, qui a montré que les jeunes pouvaient se révolter contre justement le fait qu'il n'ait pas de place dans cette société. Face à des mobilités, des jeunes en mobilité intellectuelle, géographique, psychologique, il faut des acteurs ultra motivés et de la cohérence éducative. Donc parce que cette arrivée de l'invisibilité, ce gangrénage de la société par l'invisibilité des jeunes ou la non prise en considération de l'invisibilité des jeunes, nous a amené dans une société extrêmement anxiogène. Voilà. Un parcours d'embûche versus la voie royale pour ces jeunes invisibles, des jeunes sans attache possible face à une dénormalisation aussi de la place du travail. Donc la vraie question, c'est comment les capter, les intéresser, les mettre en confiance, ne pas les décevoir. Donc avant de répondre à ces questions, on va faire un petit voyage dans une cartographie de l'invisibilité sur les territoires. Donc
pour préparer ma conférence, avec les chiffres de l'INSEE, j'ai pu vous faire un petit aperçu de l'image en fait de l'invisibilité sur votre territoire. Donc c'est assez intéressant parce que quand vous regardez la vignette là, les jeunes en difficulté d'insertion en Centre-Val de Loire, donc c'est pour 2017, c'est les 15-29 ans. Et donc les sources INSEE, c'est les GIC, donc jeunes, inactifs et au chômage, et les jeunes en emploi précaire, qui m'ont permis en fait de vous montrer le degré par EPCI et département, voire région, des difficultés d'insertion des jeunes invisibles ou en risque de le devenir. En vert, vous avez les jeunes qui n'ont pas de difficultés, qui sont sur la voie royale. En bleu, vous avez les jeunes qui sont en emploi précaire. En jaune, vous avez les jeunes qui sont en accompagnement long. Donc, l'accompagnement long, c'est l'accompagnement mission locale, Pôle emploi, RSA, etc. Et puis, vous avez en rouge les jeunes qui sont en invisibilité totale, donc qui, avant que les NIT ne soient publiés et que les GIC ne soient publiés, étaient invisibles dans les statistiques, n'existaient pas, c'est-à-dire qu'on ne les voyait jamais, on ne pouvait pas les appréhender pour pouvoir réagir à la fois politiquement d'un côté pour les acteurs politiques, mais aussi pour les acteurs de terrain, savoir qu'ils existaient. Donc vous voyez l'image. Vous avez des EPCI, chaque ligne représente un EPCI où il y a plus de 40% des jeunes qui sont en difficulté d'insertion. Il y a des EPCI qui ont des résultats meilleurs, où vous descendez à 20-25%, mais en fait, pratiquement plus de 25%. Quand vous regardez le schéma de droite, donc vous avez la région Centre-Val-de-Loire, vous avez plus de 30% en moyenne de jeunes qui sont en difficulté d'insertion. Le département qui a le plus de difficultés d'insertion, c'est le département de l'Indre, où là, vous avez un taux de jeunes en invisibilité totale qui atteint presque les 10%. Et donc, vous voyez que les situations sont différentes d'un territoire à l'autre, quel que soit le niveau de territoire, que ce soit le niveau régional, départemental ou au niveau des communautés de communes, EPCI. Donc, si on passe au tableau suivant, je vous ai fait un petit aperçu alors, on va voir ça, un petit aperçu des terrains d'expérimentation qui vont vous présenter ensuite leur expérimentation justement sur les 3 territoires. Donc, vous voyez là encore en fait des différences entre la région Bourgogne-Franche-Comté qui est presque équivalente au niveau des résultats que votre région du centre Val-de-Loire. Mais par contre, ensuite, vous avez des départements et des EPCI qui ont des résultats différents et même à l'intérieur d'un territoire d'expérimentation tel que celui de la Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, vous avez une agglomération qui est beaucoup plus en difficulté que les autres. Donc, c'est intéressant à le savoir parce que parfois, ça permet de mettre l'accent sur ces territoires et peut-être, s'il y a des choix à faire dans les politiques à mener, peut-être mettre un petit peu plus de subventions sur ce territoire qui le nécessite plus. Donc, voilà, ça, c'était le petit clin d'œil pour les politiques. Tout à l'heure, le précédent, voilà. Ici, vous avez uniquement les 15-29 ans. Je voulais vous montrer, je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas eu
tous les éléments qu'il me fallait sur votre région, le Centre Val-de-Loire. Par contre, je l'ai réalisé pour la région Bourgogne-Franche-Comté en prenant 3 tranches d'âge, c'est-à-dire significatives. Vous avez la première tranche d'âge, donc le grand tableau de gauche, c'est les 15-19 ans. Très bien. Vous voyez que les difficultés d'insertion des jeunes sont relativement réduites par rapport à la moyenne des 15-29 ans. Ensuite, vous passez au deuxième tableau, donc en partant toujours de la gauche, et là, vous avez les 20-24 ans. Les 20-24 ans, vous voyez qu'il y a des territoires où plus de 60% des jeunes sont en difficulté d'insertion, ce qui est énorme. Il y a des territoires qui sont en déshérence totale par rapport à leur jeunesse, déshérence. La jeunesse est en déshérence, mais je dirais aussi les politiques adaptées en fait à ces difficultés spécifiques de territoire n'apparaissent pas en tout cas. Ne sont pas efficaces si elles existent. Puisque quand on a 60% de sa population jeune dans cette tranche d'âge-là qui est en difficulté d'insertion, ça pose une vraie question. Ensuite, quand vous allez au tableau, la colonne suivante, ce sont les 25-29 ans. 25-29 ans. Donc, cette tranche d'âge devrait normalement être soit en fin d'études supérieures, soit en études, en emploi. Et en emploi à 30 ans qui devrait être pérenne, c'est-à-dire qui permet une inscription dans sa vie d'adulte sans retour, à l'adolescence, en tout cas la dépendance. Et le problème, c'est que les difficultés d'insertion des jeunes sont peut-être moindres que les 20-24 ans, mais sont encore très présentes, jusqu'à 50% pour certains EPCI. Donc, et vous voyez que le jaune, les petites bandes jaunes là, sur la droite des schémas, ce sont les invisibles complets, sans aucun statut. Et entre les 20-24 ans et les 25-29 ans, eh bien, vous avez parfois une augmentation, même relativement souvent, une augmentation des jeunes en invisibilité totale. Donc, ça pose une vraie question. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette vision des difficultés d'insertion sur les territoires, qu'on soit au niveau régional, départemental ou communauté de communes, parce que ça permet, je pense, à tout le monde de réagir. C'est-à-dire que le public, lui, voit ça, il se dit « Ah ben, je ne suis pas tout seul », ça le rassure quelque part. Ça lui enlève la peur d'être anormal à la société. Ensuite, l'acteur, il se dit oulala, est-ce que ma manière d'agir sur les territoires est adaptée ou non? Le politique va se dire ah ben là, il va peut-être falloir que je maille un petit peu les territoires, que je définisse des politiques peut-être un petit peu plus ciblées aux difficultés ressenties et vécues par chaque territoire. Donc, c'est une aide pour tous les acteurs de la société. Donc, ensuite, j'ai voulu vous montrer quelque chose. J'ai voulu aller au-delà, parce qu'en fait, ce n'est pas la seule région Bourgogne-Franche-Comté ou la seule région Centre Val-de-Loire qui est en difficulté. Quand on regarde au niveau... Alors, à droite, on va commencer par la France. Pour les 15-29 ans, en fait, on a jusqu'à pratiquement un tiers de la population des jeunes sont en difficulté d'insertion, ce qui pose un vrai problème quand même dans une société quand un tiers de la population
a des difficultés pour devenir, en fait, pour prendre son envol dans sa vie, pour être dans un vrai parcours autonome, pour s'installer définitivement, ça pose question. Vous regardez l'Europe, c'est exactement la même chose. Nous, on est dans la moyenne de l'Europe. Il y a une chose qui diffère par rapport à l'Europe. Là, je vous présente des séries longues. Donc, on commence en 2011, on arrive en 2020. Et ce qui diffère par rapport à l'Europe, quand vous regardez le risque de pauvreté ou d'exclusion, en fait, il est sur la crête. C'est-à-dire qu'il englobe le risque de pauvreté ou d'exclusion pour les jeunes de 15 à 29 ans. Il englobe les 3 degrés d'invisibilité, c'est-à-dire le degré rouge, c'est-à-dire les invisibles complets, les invisibles en accompagnement et les invisibles ou en risque de devenir complètement invisibles, ceux qui sont en emploi précaire. Donc ça veut dire que l'emploi précaire est un risque de pauvreté ou d'exclusion. Pour la France, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, nous avons un amortisseur social peut-être plus important. Nous avons une myriade d'offres jeunesse qui amortit un petit peu. Voilà, vous le voyez, le risque de pauvreté est un peu moindre, donc, en France. Par contre, vous voyez qu'en 2020, vous avez, si vous regardez l'Europe et même d'ailleurs la France, vous avez l'emploi précaire, donc le degré 1, vous avez moins d'emplois précaires à disposition des jeunes. Vous avez un petit peu plus d'accompagnement pour l'Europe et un tout petit peu plus pour la France, et vous avez quand même une stagnation des invisibles complets pour l'Europe et une augmentation en France du nombre d'invisibles, ce qui pose problème parce que notre amortisseur social qui travaille, en fait, qui utilise le contact humain, l'accompagnement précis, pas tous les jours, mais presque. Et là, pendant les confinements, puisque 2020, ça a été l'année des confinements, eh bien, moins de contacts directs et du coup, plus de jeunes en difficulté, en invisibilité totale. Donc, c'est assez intéressant de voir cette évolution. Donc, la conclusion, la difficulté d'insertion des jeunes n'est pas seulement régionale, ni nationale, ni européenne. Là, je ne vous ai pas donné les chiffres mondiaux, mais c'est exactement la même chose. Nous sommes dans la moyenne. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, là, je vous donne des chiffres un petit peu plus précis. En région Centre-Val de Loire, vous avez 410 000 jeunes entre 15 et 29 ans. Vous en avez 69% qui sont visibles, qui n'ont pas de difficulté d'insertion, c'est sur cette fameuse voie royale. Vous avez 12% de jeunes en emploi précaire, vous avez 13% en accompagnement long dit au chômage. Alors là, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne, des autres régions, et vous avez 6% d'invisibles dits inactifs, donc 6% de 15-29 ans. Donc, vous êtes un petit peu au-dessus, par contre, aussi de la moyenne nationale. Donc, voilà ce qu'on peut dire, et on peut rajouter, c'est sur les inactifs complets, donc sur les 6% d'inactifs, il faut voir une chose, et qui est très important quand on prend en considération les politiques jeunesse. On a 4% de 15-19 ans, ce qui est quand même relativement important, mais 4%. On passe à 6% pour les 20-24 ans de jeunes complètement inactifs. Et on passe à 8%, donc on augmente encore, des 25-29 ans dans votre région, jusqu'à 16% dans un EPCI, d'invisible complet, et alors qu'il y a moins d'accès à des dispositifs spécifiques jeunesse. D'ailleurs, il n'y a plus accès, sauf exception, à des dispositifs jeunesse. Donc, ce qui fait que cette tranche d'âge des 25-29 ans est un peu
oublié, si on n'y fait pas attention, un peu oublié en fait des politiques jeunesse aujourd'hui. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes pour alerter les politiques à l'intérêt en fait de faire quelque chose. On a aujourd'hui 3 jeunes sur 10 qui sont en situation précaire, d'une moyenne générale. On a un jeune actif sur 5 qui est au chômage, alors qu'ils sont 1 sur 10 pour les 30-49 ans. Donc, les jeunes sont vraiment en grande difficulté. En tout cas, deux fois plus en difficulté que les jeunes, enfin les adultes ensuite. Vous avez un quart des jeunes qui est pauvre et un jeune sur 2 pauvre, un pauvre sur 2 est jeune. Donc 50% des pauvres sont jeunes, ce qui pose une vraie question également. On a un autre élément qui permet la prise d'autonomie, c'est de partir de chez papa et maman. Aujourd'hui, on a un jeune sur 10 qui habite chez ses parents à 30 ans, et on en a 1 sur 5 entre 25 et 30 ans. Donc, ça pose une vraie question. Moi, je suis peut-être out au niveau de l'âge, mais je veux dire, quand on était jeune, à 18 ans, tout le monde était parti. Bon, après, ça a reculé, etc. Mais aujourd'hui, à 30 ans, les jeunes reviennent chez papa et maman. Donc, ça pose une vraie question de dignité de soi, enfin, d'estime de soi. Et puis ensuite, vous avez un jeune sur 20 qui est invisible, un peu plus d'un jeune sur 20, donc sans statut, dit inactif, dont, et là c'est intéressant, 9 sur 10 habitent hors des QPV, des quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire qu'ils habitent en milieu diffus, n'importe où en France, milieu rural, les villes, qu'elles soient riches, pauvres, peu importe, ils habitent partout, ces jeunes invisibles. Et au niveau de la France, il y en a plus d'1 million. Donc, quelque part, je veux dire, 900 000 jeunes qui sont répartis sur le territoire de la France et qui sont en invisibilité, c'est quelque chose, c'est quand même une masse. Et ensuite, sur ces un jeune sur 20 invisible, on a 2 jeunes sur 5 qui sont issus de milieux plutôt favorisés. Donc, milieu diffus, 9 sur 10, et 2 sur 5 qui sont issus de milieux plutôt favorisés. Donc ça rabat les cartes encore, puisque avant on se disait oui, mes parents n'ont pas d'argent, c'est normal que j'y arrive pas, etc. Mais aujourd'hui, les parents ont les moyens, sont cultivés, sont dans les QSP, dans les ce sont dans les CSP, voilà, CSP supérieurs, eh bien, on se sentait protégé. Aujourd'hui, on n'est absolument plus protégé. Comme je vous disais, 87% des jeunes invisibles habitent hors QPV, et 13% seulement au QPV. Ce qui est intéressant de retenir là-dedans, c'est qu'en fait, les jeunes invisibles en QPV, en fait, ont des habitudes, les familles connaissent les aides, connaissent les missions locales, puisqu'en fait, elles ont été localisées dans les QPV. Tout au début, elles sont habituées aux aides, aux assistantes sociales, à toutes ces choses-là, alors que dans les milieux diffus et particulièrement pour les jeunes issus de familles plutôt favorisées, en fait, il n'y a pas cette habitude, ils connaissent rien du tout. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que les invisibles de longue date échappent complètement à l'offre des dispositifs jeunesse et s'enfoncent dans cet isolement durable. Donc, là où en QPV, il y a des éducateurs spécialisés, en milieu diffus, on ne peut pas mettre un éducateur derrière chaque porte, c'est absolument impossible. Donc,
aujourd'hui, on ne peut que constater qu'il manque un maillon à la politique d'insertion des jeunes, hors QPV en tout cas. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut complètement changer de paradigme, comment politique, hein, en inversant politique et surtout d'action sur les territoires, c'est en inversant le processus du aller vers, en processus de faire venir. Aller vers, c'est la prévention spécialisée dans les quartiers sensibles, ils vont vers les jeunes. Et là, on peut pas, puisqu'on a vu qu'il faudra aller vers sur tous les territoires, c'est pas possible. Donc, comment faire venir les jeunes en grand isolement vers les structures qui sont nombreuses en France pour les accompagner à reconstruire leur vie, reconstruire comment dirais-je, construire un parcours en fait de vie. En fait, pour un acteur et pour les politiques d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est d'identifier les freins. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé avec la région Bourgogne-Franche-Comté, on a identifié un certain nombre de freins que la région essaye de lever petit à petit. C'est c'est rentrer, en fait, d'une manière générale, c'est un jeune doit rentrer dans une case. Non, non, un jeune va choisir sa case. Et pour choisir sa case, il ne faut pas qu'il y ait trop de freins pour qu'ils puissent vraiment choisir. Donc, c'est assouplir, voire effacer les frontières entre territoires. Parce que quand vous habitez la rue de l'autre côté de la frontière où vous auriez pu bénéficier d'un dispositif, je ne sais pas moi, pour vous aider à passer votre permis ou pour... Ben non, vous habitez du mauvais côté. Donc, comment arriver à dépasser ça? C'est adapter le nombre de places disponibles aussi dans les établissements d'accueil, que ce soit de la formation, que ce soit de l'accompagnement, peu importe. Vous êtes le 31e alors qu'il n'y a que 30 places, vous allez être éliminé. C'est assouplir le périmètre de l'âge. Vous avez dépassé 3 mois l'âge légal pour rentrer dans des dispositifs. C'est pas possible. Pour vous, c'est de la frustration supplémentaire qu'on vous dise, ben non, c'est pas possible. Vous auriez dû vous y prendre 3 mois avant, quoi. C'est adapter le financement aussi, ne pas le perdre. Vous êtes dans un accompagnement, vous allez passer en formation, ça ne va pas être le financement. Et là, ce n'est pas possible. En fait, vous y comprenez rien en tant qu'individu, en tant que jeune, au financement. C'est pas à vous de le gérer. Donc, il faut que ce soit l'accompagnateur principal de le gérer. Et puis aussi peut-être aux financeurs eux-mêmes, c'est-à-dire souvent pour la formation, les régions, ça peut être les départements, ça peut être de voir cette continuité en fait de financement. C'est accompagner à la mobilité. On peut habiter loin d'un dispositif de formation ou même d'un emploi. Et comment à passer au-dessus de cette de cette difficulté de se mouvoir d'un point à un autre. Donc, c'est aussi assouplir les conditions de la formation professionnelle qualifiante. En fait, la formation professionnelle, si vous n'êtes pas dans un timing parfait entre l'entrée en formation, etc., et puis la sortie, en fait, un jeune en difficulté d'insertion, un jeune invisible, pour lui, il faut le remettre dans une dynamique où le temps se intègre dans sa vie petit à petit. Et donc, si on lui dit il faut attendre 1 an avant de rentrer dans cette formation qui va lui plaire à un moment donné, c'est fini, quoi, on le perd. Donc, c'est arriver à mettre des entrées-sorties permanentes dans les centres de formation. C'est toutes ces choses-là qui sont des facilitateurs, des effaceurs de freins à l'adhésion des jeunes. Donc, c'est aussi réfléchir à un sas d'accueil intermédiaire en relation avec le SPRO, bon ça, mais un sas d'accueil, c'est-à-dire que comment un jeune invisible, il est
à l'arrêt. Donc, le temps de cette remobilisation, de lui redonner envie, il faut qu'il ait un espace à lui, où il va être accueilli quand il en a besoin, quand il se sent en besoin. Et donc, les missions locales font ce qu'elles peuvent, mais sur un des pans. Mais s'il n'y a pas un SAS spécial qui va pouvoir accueillir à la limite le jeune tous les jours s'il le faut, eh bien, on risque de le perdre. Et puis, c'est aussi développer les relations avec le monde économique. Ça, c'est aux acteurs de le faire, parce que quand on a remobilisé le jeune et que à la fin, ça doit être l'embauche et que il ne trouve pas d'emploi parce que voilà, on n'a pas réfléchi la chose avant, eh bien, on va le perdre. Et quand on les perd en cours de remobilisation, eh bien, ils s'enfoncent encore plus dans leur isolement. Et donc, on va avoir encore plus de difficultés à le sortir de son isolement et à le remobiliser. Donc, voilà pour les freins. Ensuite, il faut penser le parcours du jeune, c'est-à-dire que le jeune, c'est vraiment le point central, le jeune. Donc, c'est comment aller vers des jeunes, des jeunes invisibles. Voilà. La vraie question aujourd'hui, c'est l'aller vers. Hein, parce qu'ils sont à l'arrêt total. Donc, les faire venir, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution entre l'aller vers, qui est compliqué dans les milieux diffus, le faire venir, qui est compliqué pour le jeune. Donc, là, il faut que les structures d'accueil, les acteurs, soient vraiment aient beaucoup d'imagination pour arriver à remobiliser. C'est possible. Il y en a qui le font, un petit peu. Enfin, sur plusieurs territoires, il y a des expérimentations absolument formidables. Et puis après, vous avez une phase de remobilisation. Donc, vous avez des expérimentations aussi qui permettent de le montrer. Et puis, vous avez un accompagnement, la formalisation de l'accompagnement, hein, c'est-à-dire que vous allez trouver vous allez formaliser avec le jeune. Alors là, en tant qu'acteur, vous êtes content parce que vous le sentez un peu remis en fonctionnement, en envie en fait de se sortir de son invisibilité. Vous avez ensuite la formalisation d'un projet de raccrochage. Hein, donc, on voit bien remobilisation, formalisation d'accompagnement, formalisation d'un projet de raccrochage. Et là, obligatoirement, on doit le co-construire. On ne peut plus mettre aujourd'hui un jeune dans une case. C'est absolument impossible. Donc, comment le construire avec lui. Il faut que l'accompagnateur soit complètement à l'écoute. Ensuite, parce que si vous lui proposez une formation qui ne lui plaît pas, de toute façon, il va éventuellement y aller, mais il ne restera pas 2 jours. Donc, et ensuite, vous avez le problème du parcours de raccrochage, donc, dont l'objectif, c'est quand même la prise d'autonomie. Donc, le raccrochage, il ne va pas se faire en un temps, il va se faire en plein de petits temps. Et donc, l'accompagnateur, la préconisation, c'est vraiment un accompagnateur unique pour organiser la passation des dossiers entre tous les partenaires mobilisés. Donc, il faut savoir qu'un projet ne se décrète pas, il se construit. Et plus on est enfoncé dans un retrait social, plus on a de difficultés à envisager la construction d'un projet de vie ou d'activité. Donc, un jeune invisible a besoin d'être accompagné dans cette période de doute pour se remobiliser et construire son parcours de réussite. Il faut savoir qu'il y a 3/4 des jeunes qui n'ont pas besoin de cet accompagnement ultra personnalisé. Même à la limite, je dirais que dans les jeunes invisibles complets. Par contre, vous en avez un quart qui a vraiment besoin d'être accompagné. Donc, c'est vraiment se mobiliser sur ce quart qui a des vrais besoins d'accompagnement en profondeur. Pour ça, en fait, il faut un chef d'orchestre. Et pour moi, sur la question de la jeunesse, je dis pas sur la question de l'emploi, je dis sur la question de la jeunesse, les missions locales ont une vraie vocation d'accompagner tous les jeunes, hein, une vraie vocation de service
public. Et donc, à mon sens, là où ça fonctionne très bien, c'est observation hein, sur plusieurs territoires, là où ça fonctionne très bien, vous avez le chef d'orchestre qui va mettre en relation les jeunes en besoin d'accompagnement avec les acteurs qui proposent une offre, quelle que soit l'offre. Et donc, la mission locale ne fait pas. Elle met en relation et elle suit, elle passe les dossiers d'un acteur à l'autre. Et là, ça fonctionne vraiment. Pour le jeune, il y a une cohérence en fait dans dans toutes ces comment dirais-je, dans toutes ces solutions. Il y a une cohérence dans son parcours, dans l'installation de son parcours d'insertion, son parcours de remobilisation et son parcours de voie vers l'insertion durable. Donc, il faut savoir, c'est pareil, c'est par observation, hein, puisque ça fait 3-4 ans que je travaille sur une recherche-action avec la région Bourgogne-Franche-Comté, donc je vois beaucoup d'acteurs, etc. Et en fait, il y a une vraie demande des acteurs. Justement d'arriver à trouver d'arriver à cette organisation de chef d'orchestre avec un partenariat exemplaire autour. Donc, c'est travailler sur les changements, pour résumer un peu, hein, c'est travailler sur aller vers, c'est travailler sur lever les véritables freins, c'est travailler sur le guichet unique qu'on peut appeler n'importe comment, mais voilà. En fait, il faut que le jeune, il n'y en ait qu'un qui organise son truc, parce que sinon, il va y avoir des contradictions et c'est pas possible pour lui. C'est aménager la proximité et la complémentarité de l'offre, c'est individualiser l'offre et c'est différencier la coordination de l'offre. Et ça, c'est extrêmement important pour que le jeune soit dans cette vision un petit peu positive. Alors, je termine sur 2 choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la toile des invisibles, c'est-à-dire en fait toutes les statistiques que je vous ai présentées. Moi, j'appelle ça la toile des invisibles, c'est-à-dire c'est un observatoire de l'invisibilité. En même temps, si on ne sait pas sur son territoire, en proximité, ce qui existe, donc tous les acteurs auxquels la mission locale justement peut faire appel, que ce soit dans le domaine de l'éducation-formation, de la vie quotidienne, de l'emploi-accompagnement, prévention, insertion, information, orientation, eh bien, si on ne connaît pas l'ensemble de l'offre, on ne peut pas y arriver non plus. On va peut-être louper l'acteur qui va pouvoir résoudre un des problèmes du jeune. Donc, maîtriser la toile de l'offre, maîtriser la toile de l'invisibilité, donc, en fait, poser un diagnostic précis, exhaustif de son territoire pour mieux expérimenter et voir comment généraliser des expérimentations du aller vers et de la remobilisation sur les territoires. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on n'a pas le temps. Voilà. Je vous enverrai mon document plus tard et pour que vous ayez une vision un petit peu plus globale de ma présentation. En tout cas, merci de m'avoir écouté et voilà, vous pouvez poser vos questions. Merci Madame Claire Bernot-Caboche pour votre présentation très intéressante. On va passer à une petite phase de questions-réponses. Il y avait déjà quelques questions qui apparaissaient dans le chat. Je vais vous en citer quelques-unes. Finalement, quel lien y a-t-il entre ces jeunes et leurs parents quand ils sont invisibles? Comment aider les parents notamment à identifier les structures? Et quand ces jeunes sont majeurs, sont-ils dépendants ou indépendants financièrement? D'accord. Dépendance des majeurs, d'accord. Effectivement, il y a un lien entre les jeunes et les parents qui peut être plus ou moins distendu ou plus ou moins proche. Ça dépend vraiment des familles. Et en fait, les parents se retrouvent dans une incompréhension du phénomène. Pour eux,
ils regardent, il n'y avait pas le plein emploi, mais presque quand ils étaient jeunes. Ils cherchaient du boulot, ils trouvaient immédiatement. Donc, en fait, il y a une incompréhension de la situation et de cette situation qui est devenue ancrée, en fait, dans la société, dans les sociétés d'aujourd'hui. Donc, du coup, c'est arrivé à ce que les parents comprennent cette nouvelle société dans laquelle leurs jeunes, leurs enfants, comment naviguent et seront appelés à vivre plus tard. L'aide aux parents, à la parentalité, moi je pense que c'est extrêmement important. Il y a des territoires qui proposent de l'aide à la parentalité. Et je pense justement, comme ces parents sont dans cette incompréhension, dans un changement, dans une société en mouvement perpétuel, en mutation perpétuelle et particulièrement face à l'emploi, donc à l'indépendance possible des enfants, enfin rapide, plus jeunes, quoi, et bien, du coup, il y a un besoin d'aider les parents à rester des parents. Et puis, il y a cette situation du phénomène Tanguy, voire largement au-delà, puisqu'en fait, à 30 ans, les jeunes reviennent en masse chez les parents. Eh bien, comment c'est arriver à trouver des équilibres familiaux pour à la fois les parents qui ont des adultes chez eux. Moi, j'appelle ça des adolescents parce qu'en fait, comme ils sont ils n'arrivent pas à rester durablement des adultes, ils reviennent en adolescence et c'est douloureux pour eux, hein. C'est douloureux pour les parents, c'est douloureux pour les enfants. Donc, arriver à retrouver un équilibre de vie, c'est-à-dire que les parents ne s'adressent plus à des enfants, mais par contre, les jeunes sont souvent dépendants des parents quand ils reviennent ou quand ils sont restés chez les parents. Donc, quelque part, c'est recréer des nouveaux équilibres, donner de la compréhension et être très, c'est ce que je dis aux parents, soyez patients, surtout soyez patients. Un jour, ça se décantera, mais soyez patients, ne le mettez pas à la rue parce que là, ce sera la catastrophe et vous vous en mordrez les doigts et l'enfant ne s'en sortira pas, en tout cas, mettra beaucoup plus de temps à s'en sortir. Finalement, sur le parcours que vous avez dessiné, il y a d'abord dans la conversation des questions sur ce point du aller vers à faire venir. Donc peut-être réexpliquer un petit peu ce nœud, hein, et comment s'en sort. Et j'ajouterai un questionnement sur la suite de ce parcours. Quand vous dites qu'il faut finalement, pour un quart d'entre eux, sans doute, mais en tout cas pour l'ensemble, avoir un accompagnement spécifique, comment est-ce qu'on lit, selon vous, l'accompagnement spécifique par rapport aux autres jeunes qui sont classiquement recueillis, accompagnés, suivis, informés par les services, des points IJ, des missions locales, l'ensemble du maillage territorial qui existe. Est-ce qu'à un moment donné, on bascule vers un accompagnement classique, on revient, on a réussi à nous remettre ou pas? D'accord. Alors, je vais commencer par la dernière question, l'accompagnement. Justement, dans ce parcours, effectivement. Mais ça, justement, quand il y a un accompagnateur unique, il va sentir, après discussion avec le jeune, savoir s'il a besoin, il peut très bien rentrer dans, comment dirais-je, dans un parcours plus classique, hein, si on a défait les nœuds avant, dans la phase de remobilisation, hein, et puis dans la formalisation du projet, il peut très bien en fait revenir, ça pouvait très bien être un petit nœud qui s'est défait. Et donc, il peut très bien rentrer dans un parcours classique de jeunes. Par contre, il y en a d'autres là où c'est beaucoup plus profond et qui auront besoin d'une phase de parcours de réussite beaucoup plus important. Et c'est pour ça que je parlais d'un sas de remobilisation et qui mesure là le degré d'autonomie en fait du jeune à pouvoir rentrer dans des parcours plus classiques. Le jeune, il ne peut pas savoir tout seul, il est perdu, sa famille est perdue. Donc, il faut vraiment
en fait, que les acteurs mettent l'accent sur cette mesure de son degré d'autonomisation. Et je pense que pour moi, comment je connais des expériences qui ont très, très bien réussi justement de mise en place de sas de remobilisation. Et plus ou moins accentué, plus ou moins, voilà. Et je pense que ça peut, c'est quelque chose à réfléchir. Voilà. Ensuite, comment le aller vers et faire venir. Alors là, c'est comme je vous ai expliqué au départ, en fait, vous avez un jeune sur 10 qui habite en QPV, donc là, les acteurs peuvent aller vers. Pas de problème, ils les connaissent, ils connaissent les familles qui sont en difficulté, tout le monde, en fait, c'est un microcosme où il n'y a pas trop de soucis à trouver les jeunes en grande difficulté. En milieu diffus, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Par contre, si vous arrivez à avoir des projets de plus ou moins grande proximité, comment dirais-je, pour une mise en œuvre de politique, le niveau des communautés de communes est intéressante. Si toutes les communes de la communauté de communes, en fait, s'investissent dans le projet, parce que en fait, une commune, à part les très grosses villes, mais là, on peut descendre au quartier à ce moment-là, les très grosses villes, à part les très grosses villes, les autres connaissent leur population, savent comment il y a des acteurs sur les territoires qui savent que la famille Intel, dans la famille Intel, il y a un jeune invisible, des acteurs sportifs, des acteurs culturels, des acteurs des maisons de quartier, peu importe le lieu, même à la limite des commerçants, le marché, la mission locale, enfin peu importe, il y a des réseaux qui peuvent se faire. Et je pense que c'est par le réseautage qu'on arrive à recueillir et à finalement ce que les acteurs dont c'est le métier, les acteurs de l'accompagnement ne perdent pas trop de temps à aller vers, c'est s'appuyer sur ces réseaux d'acteurs locaux qui connaissent le territoire, qui connaissent les familles en difficulté, voilà. Et plus en fait le réseau est large, plus il y a de possibilités d'aller au plus près des familles en difficulté. Et du coup, c'est ça la différence, c'est entre le aller vers et le faire venir. Chacun en fait a un métier et on ne peut pas comment dirais-je, on peut pas perdre son temps. Il y a trop de travail à faire avec la jeunesse pour perdre son temps dans des activités qui ne sont pas les nôtres. Par contre, si tout le monde participe, alors là, ça nous fait gagner un temps infini. Finalement, voilà, il y a à la fois, ce que je comprends, une multiplicité, c'est ce qui était redit dans le chat, une multiplicité de situations pour ces jeunes, face à ça, une multiplicité de réponses qui existent déjà sur les territoires. Donc, finalement, votre préconisation, c'est bien de s'appuyer sur un chef d'orchestre et aussi, ce que je comprends aussi, au niveau institutionnel, un chef de fila, des grandes lignes d'opération qui s'appuient sur les responsabilités à l'échelle territoriale assez fine. Vous avez montré des statistiques à l'échelle des EPCI. Donc, comment aller inonder aller au plus proche via les structures des EPCI. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce qui est important parce que ça, c'est des évidences. J'ai dû faire une quarantaine de conférences sur le sujet. Et en fait, les questions des acteurs ont évolué, mais en fait, sont toujours un petit peu les mêmes. Et je pense que on a un vrai souci comment dirais-je, de mise en œuvre d'évidence, c'est-à-dire que les acteurs sont d'accord, les acteurs politiques, les acteurs de terrain, à la limite quand on discute avec les familles, avec les jeunes qui sont dans ces situations, ils sont d'accord. Mais le problème, c'est qui met en œuvre. On a besoin d'avoir
une cartographie des invisibles. On a besoin d'avoir une cartographie de l'offre, une cartographie exhaustive. Pas seulement comment la possibilité d'aller sur Internet, on va rechercher tel ou tel machin, mais on va se perdre complètement dans le net. Là, avoir, parce que je ne vous ai pas montré la fin, mais je vous l'enverrai, si je voulais montrer la cartographie de l'offre, en fait, c'est un clic, on arrive à l'exhaustivité de l'information sur son territoire. Et ça, c'est un besoin évident, mais après, c'est comment arriver à le mettre effectivement en place, qui en prend la responsabilité, qui qui en prend la responsabilité, à la fois de la mise en ligne, à la fois de la révision annuelle des informations, etc. Et ça devient plus difficile. Mais il y a quand même des pistes. Parce que au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, on a travaillé sur 3 terrains expérimentaux de 3 niveaux de territoire, c'est-à-dire un milieu rural, un milieu périurbain, un fortement urbanisé. Et en fait, on a tiré des conclusions qui sont assez intéressantes. Le niveau de l'EPCI pour les territoires et le bon niveau de mise en œuvre locale d'une politique jeunesse. Et après, la coordination en fait au niveau des EPCI ruraux, et voire parfois périurbains, le seul EPCI n'a pas les capacités financières de créer sa propre cartographie, de créer ses propres outils. Par contre, là, on peut remonter au niveau du département avec comment on appelle ça, services publics de l'insertion et de l'emploi, SPIE, et là, qui peuvent aussi prendre en charge. En fait, on connaît les solutions, mais comment on va décider de les mettre en place et qui va en prendre la responsabilité. Et ça, c'est très important à définir et pour aller jusqu'au bout. Parce qu'on peut faire une multitude d'expérimentations, mais qui vont rester à un niveau très local, et qui n'auront pas de suite, quoi. Donc pour appuyer votre propos, dans le cadre effectivement du coopérage, il y a eu, plusieurs expérimentations qui ont été semées sur l'ensemble du territoire, national. Plusieurs vagues d'appels d'offres ont été réalisées dans les régions. Nous vous en avons, sélectionné, 3, 1 de Bourgogne-Franche-Comté et 2 de Centre-Val de Loire. Alors bien évidemment, nous tenions à remercier l'ensemble des acteurs de terrain sollicités durant la préparation de cette conférence, acteurs dont le travail est fort remarquable et mérite d'être mentionné. Donc comme je vous le disais, le premier dispositif est un dispositif de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est le dispositif Résolution, un dispositif précurseur sur le sujet du repérage des invisibles, de par son financement européen dès 2016 avec son projet EASY, et la création d'un MOOC à destination des professionnels pour permettre l'acquisition de nouvelles approches et pratiques pour aller vers et remobiliser les publics. Pour nous en parler, Madame Hilda Menkaraglia est parmi nous aujourd'hui. Elle est responsable équipe et programme territoire au sein de la structure IDEIS. IDEIS étant une association ensemblier du rapprochement à la fois de la Maison de l'Emploi et de la mission locale du pays de Montbéliard. Merci Madame Menkaraglia pour votre présence. Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous un retour d'expérience dans le Nord-Franche-Comté. Un projet de repérage qui s'appelle Résolution. Et là, vous avez une petite diapo pour permettre aussi de situer ce projet. Donc, je vous propose un petit point de contexte. On s'intéresse en fait à la thématique repérage depuis 2016. De 2016 à 2019, nous avons effectivement été retenus dans le cadre d'un projet européen, donc un programme EASY, où nous avons expérimenté justement cette démarche d'aller vers et en créant un nouveau métier
qu'on a appelé à ce moment-là le conseiller relais habitant. Ce conseiller relais habitant ayant pour objectif justement d'aller hors les murs, de repérer, de capter, d'accompagner autrement les publics. Voilà, en tout cas, de cette expérience SIPA, donc, il y a eu une vraie volonté collective de pouvoir coopérer à l'échelle d'un territoire plus large que celui de Montbéliard. Et donc, on a travaillé avec un consortium d'acteurs sur ce Nord-Franche-Comté. Donc, vous voyez une carte qui apparaît, qui correspond à notre zone d'intervention de ce projet, donc, qui correspond à ce qu'on appelle, nous, l'aire urbaine, qui correspond à 3 départements, le territoire de Belfort, le 90, le territoire de Haute-Saône, le 70, et le Doubs, donc le 25. Donc avec, vous le voyez, hein, des EPCI aussi avec lesquels on travaille. Et le consortium d'acteurs est composé de 3 missions locales, Montbéliard, Belfort, Héricourt, Villers, Sexcel. Mais on avait également une SIAE qui a travaillé à nos côtés, et également une MIF Cité des métiers, donc sur le territoire de Belfort. Donc c'est la force aussi de ce projet, de ce consortium vraiment pluridisciplinaire, qui a permis aussi non seulement d'aller capter et identifier des jeunes invisibles, même si c'est effectivement la priorité première, mais aussi on a eu à repérer également des adultes. On le verra tout à l'heure. Les fondamentaux vraiment de résolution du projet, comme ça a été dit, c'était vraiment d'identifier et de capter des publics cibles invisibles, avec la création d'une équipe et d'un nouveau métier. Donc, comme ça a été dit, alors on l'avait appelé le conseiller relais habitant, on l'a rebaptisé avec le consortium d'acteurs Nord-Franche-Comté, un conseiller relais territoire qui nous semblait plus approprié. Et donc, on avait une équipe de 7 conseillers relais territoire, pour permettre justement de faire cette démarche d'aller vers. Mais aussi, un des objectifs de ce projet, c'est de concourir à la prise en charge des publics par les acteurs de droit commun. Ça, c'est quelque chose d'important, d'augmenter la fréquentation des structures partenaires du projet et bien sûr de couvrir les territoires prioritaires, hein, que sont les QPV, mais aussi pour nous, puisque dans le territoire sur lequel on intervient, les zones rurales et les ZRR sont importantes. Et développer la culture de coopération entre la multiplicité d'acteurs, c'est quelque chose aussi de fondamental dans le projet pour pouvoir remobiliser les publics et réussir dans les activités de remobilisation. On n'est pas tout seul et une équipe de 7, c'est largement insuffisant, hein, pour couvrir effectivement l'ensemble du territoire. 5 étapes clés dans le projet. Une étape, la première pour nous, c'est sensibiliser, hein, les publics, donc repérer les publics hors les murs, mais aussi donc chez les partenaires. On verra tout à l'heure comment. C'est vraiment les premiers contacts. Ensuite, on a vraiment une phase effectivement qu'on avait appelée nous capter, c'est mobiliser, remobiliser. C'est là où on lève l'anonymat effectivement de ces publics invisibles. Une phase vraiment d'accrocher, où là on va pouvoir prendre en charge, amener ces publics vers les dispositifs de droit commun pour les accompagner et entamer un parcours. Évaluer, donc c'est là le collecteur national dans le cadre du PIC repérage nous amène aussi à photographier la situation du bénéficiaire à l'entrée du parcours, mais également à la fin du parcours, justement pour mesurer l'impact du dispositif et du travail de repérage. Et enfin, une dernière phase qui est l'essaimage, qui pour nous fait le lien aussi avec ce qu'on a pu justement essaimer de l'échelle du Pays de Montbéliard à une échelle plus grande avec les territoires dont je vous ai dit tout à l'heure, 70, 90, 25, et aussi à l'échelle européenne, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Je poursuis donc les 3 piliers vraiment du projet résolution en termes d'action. La première, c'était de mettre en place effectivement ce réseau de 7 conseillers relais territoires dans le Nord-Franche-Comté et de travailler justement sur le contenu, sur ce que c'est qu'un conseiller relais territoire et de pouvoir dire, on peut dire aujourd'hui que c'est avant tout un acteur de partenariat de proximité, que le conseiller relais territoire, il est au contact des publics là où ils sont, il va pratiquer l'aller vers, au pied des tours,
dans diverses associations, dans des maisons pour tous, dans des maisons de quartier. Partout, il va y avoir des regroupements et on verra, on a effectivement quelques petites méthodes pour pouvoir justement aller vers ces publics. Et surtout, il va aussi développer des projets de coopération avec les acteurs de proximité qui sont nombreux et qui sont aujourd'hui, on en a dénombré à peu près une cinquantaine, en tout cas sur le pays de Montbéliard, sur le territoire où j'interviens. Donc des acteurs qui sont vraiment multiples et d'horizons très très différents, qui pratiquent aussi de plus en plus l'aller vers, même si on est dans des activités aujourd'hui de loisirs. Bon, alors le Covid est passé par là aussi et c'est vrai que il y a d'autres pratiques, d'autres façons aujourd'hui d'aller vers les structures, mais malgré tout, les structures constatent aussi un manque de fréquentation des publics, y compris vers des activités de loisirs, pas seulement que dans le domaine de l'emploi et de la formation. Voilà, et ce qu'on a aussi cherché à faire, c'est de capitaliser justement cette expérimentation qu'on mène depuis plusieurs années. L'action numéro 2, c'est vraiment d'organiser des projets, des événements pour capter, mobiliser ou remobiliser les publics avec des événements attractifs. Alors, pour faire venir, on disait tout à l'heure comment on fait aussi pour faire venir ces publics. Eh bien, nous, effectivement, on met en place dans leur environnement, donc dans des salles polyvalentes, dans des maisons de quartier, en tout cas pas dans nos institutions, des recrues de café, des recrues de sport, des kiosques à CV, des mouvances cités, enfin autant d'actions. On essaye d'être très très créatif, d'être au plus près des publics avec des formats justement qui permettent de faire tomber les barrières, les préjugés et de trouver concrètement des solutions emploi, formation, insertion. Je vais m'arrêter une petite minute pour vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle un recrue de sport? Je vais donner un exemple qu'on a réalisé là, tout dernièrement. On va mettre en place une activité ludique avec du tir à l'arc, où là, on va avoir des recruteurs et des publics qui vont se mêler, qui vont jouer ensemble. Et ensuite, en deuxième partie de demi-journée, là, une fois que je dirais on est un petit peu plus détendu, qu'on a justement réussi à lever ces barrières, à dédramatiser cette situation d'entretien qui peut être anxiogène aussi pour les publics, et bien là, dans cette phase, on va pouvoir cette fois-ci, les recruteurs, recevoir donc les publics. Donc ça permet aussi à ces publics quelque part de voir que le recruteur, il n'est pas qu'en costume cravate derrière un bureau, mais il peut aussi avoir une autre image de lui et d'avoir quelqu'un aussi d'accessible. Et pour le recruteur, ça va aussi lui permettre de voir ses publics en mouvement, de détecter également du potentiel, des savoir-être, des tas de compétences qui ne sont pas forcément valorisées dans un CV. La troisième action, on est vraiment sur la capitalisation, la modélisation de cette démarche, donc à l'échelle du Nord-Franche-Comté. Et là, on a l'appui d'un consultant qui nous aide justement à prendre de la hauteur, à prendre de la distance sur justement ce métier, ce nouveau métier qu'on pratique, pour pouvoir aussi le modéliser, et le transmettre à tout professionnel qui souhaiterait l'exercer. Et de façon plus large, on a capitalisé aussi dans le cadre d'un projet Erasmus+, on a construit une plateforme en ligne gratuite d'apprentissage qui s'adresse aux professionnels de l'emploi, de l'insertion et de la formation qui souhaitent justement accompagner les publics éloignés de l'emploi dans ces démarches justement de captation, dans ces démarches de remobilisation des publics éloignés de l'emploi. Vraiment, le conseil relais territoire, c'est la force du projet. Comme je l'ai dit, c'est un acteur de partenariat de proximité et un référent emploi quartier. Il va s'appuyer donc sur les relais locaux qui existent. On n'a rien inventé, mais au contraire, on va plutôt travailler en complémentarité avec les dispositifs et avec les acteurs qui sont là, qui sont des médiateurs quartiers, des adultes relais, des éducateurs, des bailleurs sociaux, des commerçants. Et les conseillers relais territoires vont intervenir dans les QPV, où on a vu que la part des invisibles est importante, mais pas que.
mais également en zone rurale, où là, effectivement, on constate un enclavement et un éloignement des services publics. Voilà, je ne vais pas aller au-delà, parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais peut-être voilà, prendre du temps sur la méthode, en tout cas les méthodes de repérage des publics qu'on a mis en place. On fait ce qu'on appelle le lilotage social pour repérer dans l'espace public, c'est-à-dire que les conseillers relais territoires vont aller au-devant des publics non connus de la structure en étant présents sur les marchés populaires, par exemple, au pied des tours, dans les lieux de rassemblement de places, par exemple. Et l'objectif, c'est d'être identifié en tant que professionnel relais, en tant que personne ressource dans ces lieux. Donc c'est vrai qu'on a la chance maintenant, on a plusieurs années d'expérience derrière nous, donc ça nous facilite effectivement cette identification. Et notre objectif, c'est vraiment d'établir un lien social, un lien de confiance avec ces publics pour leur proposer des réponses très concrètes. Donc on a plusieurs modalités, hein. On fait de la déambulation physique, voilà. On a des actions aussi avec un triporteur, où là, on déambule avec ce triporteur et on va au-devant des publics en leur proposant et en les informant sur tout ce qui est dispositif emploi-formation. Mais on va aussi déposer des boîtes à CV qu'on a créées de façon spécifique dans des lieux de passage, dans des lieux où justement les acteurs sont peu présents, en mettant des flyers dans les boîtes aux lettres et en mettant en place des informations collectives, y compris dans des cafés, parfois ça nous arrive, pour pouvoir là aussi toucher un maximum de public. Et là, on est en train de développer une application repérage qui va permettre également, en quelques clics, de remplir un petit formulaire et qui permettra à l'équipe de rentrer en contact avec ces invisibles. L'autre modalité, c'est de l'îlotage partenarial. Là, on va repérer des publics, mais cette fois-ci chez les acteurs de proximité, en étant présent pour recevoir les habitants dans leur zone d'accueil, en proposant aussi un soutien dans des démarches administratives, dans des démarches aussi de techniques de recherche d'emploi, en proposant donc aussi, on est très attaché à décloisonner hein, justement cette approche hein, qu'il peut y avoir entre le loisir, le culturel, le sportif et l'emploi-formation. Et là, on est en train d'innover quelque chose qui est l'îlotage socio-partenarial, c'est-à-dire que là, on va participer à des activités des partenaires qui mobilisent aussi des jeunes. Et là, c'est vraiment participer à leur côté pour pouvoir être intégrés dans l'écosystème des quartiers, de manière aussi à tisser des liens de confiance et toujours dans cette optique de faciliter le relais emploi-formation. La prochaine, la mission locale du Pithiverais, qui a notamment développé un ensemble d'outils dont le plus emblématique est le bureau van, un van mobile. Mais c'est surtout un ensemble d'outils regroupés dans le dispositif API, permettant de répondre efficacement à nos problématiques en milieu diffus ou rural. Monsieur Clément Andréot, responsable du dispositif API au sein de la mission locale du Pithiverais, va nous présenter ces outils qui ont été développés. Ouais, je vais faire assez synthétique puisque Hilda a déjà repris aussi pas mal de méthodes qu'on a pu nous développer aussi sur le territoire. Donc, je vais vous parler un peu plus de quelques des outils effectivement qu'on voulait vous présenter. Donc, dans le cadre de l'action du dispositif API, qui reprend tout simplement accompagner et l'accompagnement et les actions pour le public invisible, mais il nous paraissait quand même moins joyeux d'utiliser ce terme invisible que le terme API. Donc, on utilise vraiment ce terme-là pour en parler, nous, auprès du public vers lequel on va. Juste un petit point pour définir un peu notre territoire, puisque on intervient sur ce qu'on appelle le secteur du Pithiverais. Donc, c'est situé au nord-est de la région centre, hein, dans le nord du département du Loiret. On est frontalier avec l'Île-de-France, puisque notamment avec deux départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Voilà, le territoire se compose de trois intercommunalités. La communauté de communes du Pithiverais, la communauté de communes Pithiverais-Gâtinais et la communauté des communes de la plaine du Nord-Loiret. On est à peu près sur un petit peu moins de 64 000 habitants. On a un peu plus de 9 000 jeunes recensés dans les 16-29 ans.
faut savoir que déjà sur cette catégorie-là, et plus particulièrement les 16-25 ans, il y en a 1250 qui sont déjà suivis par la mission locale. Voilà, le territoire s'étend sur 79 communes. Il y a 2 villes de plus de 5000 habitants, notamment Pithiviers et le Mazerbois. Il y a un territoire politique de la ville, mais il y a aussi beaucoup de zones rurales. Donc on a un territoire qui est quand même très varié, qui demande du coup de s'adapter à chaque spécificité. Un petit point sur le profil aussi de la population. On a une population plutôt jeune, mais qui est peu qualifiée. Les moins de 14 ans représentaient plus de 20% de la population, hein, sur des chiffres de 2013. Mais on s'aperçoit aussi que 31% de la population est d'un niveau, ce qu'on appelait anciennement les niveaux 5, donc CAP, BEP. Et on a 38% de cette population qui est aussi inférieure à ce niveau. Donc, on a une population qui est assez peu qualifiée sur le territoire et qui rencontre aussi des freins qui sont notamment l'accès à l'information sur tout ce qui est accès à la formation, et tout ce qui est aussi problématique de mobilité. Avec uniquement des lignes de bus régulières, mais qui sont quand même assez peu fréquentes, et puis des freins psychologiques aussi qui peuvent être rencontrés. Donc tout ça, ça fait aussi que le public, une part du public a du mal à se rapprocher des institutions, des structures d'accompagnement, et notamment du service public de l'emploi. On avait donc du coup décidé de répondre à l'appel à projet de la DRET, hein, dans le cadre du PIC. Dans cette réponse, il nous semblait important de proposer vraiment une démarche proactive d'aller vers, vraiment d'aller dans l'environnement de la personne. Donc on a eu certains outils qui ont été créés pour ça. Il nous semblait aussi essentiel de mobiliser les acteurs locaux, d'être assez large au niveau de ces acteurs, on verra un petit peu plus tout à l'heure, voilà, et de vraiment créer des outils comme des COPIL ou des COTEC qui nous permettent vraiment d'être à l'écoute de ces acteurs et de pouvoir aussi être réactifs aux besoins du territoire. Donc sur l'aller vers, lié à ce dispositif, on a déjà constitué une équipe, donc un conseiller qui est sur un demi-temps plein et puis accompagné aussi d'un service civique. Ça nous semblait important d'avoir vraiment l'esprit de binôme, de former une équipe pour aller sur le terrain, pour aller rencontrer le public. Donc cette équipe, elle a déjà commencé par faire une cartographie un petit peu du territoire. On a rencontré beaucoup de partenaires, notamment les élus du territoire, qui ont pu nous faire ressentir un petit peu sur leur commune les lieux, les endroits où ils pouvaient peut-être avoir des regroupements et notamment des points de rencontre qui facilitent la déambulation de notre équipe pour se rendre directement au contact des personnes. On a aussi utilisé des outils plus informationnels, des relances suite à notamment aux personnes qui sont, on va dire, en veille au niveau des missions locales, de notre mission locale, et du coup qu'il fallait les relancer. Et puis des listes aussi liées au décrochage scolaire ou aux listes JDC qui nous sont fournies. Voilà, donc plusieurs méthodes pour rentrer en contact avec ce public. Et surtout, et ça c'est ce qu'on essaye encore plus à développer sur cette année 2022, c'est aller vers l'entourage et vers les pairs. Voilà, parce qu'on s'est aperçu au bout de cette première année, puisque nous, ça s'est vraiment lancé sur 2021, que oui, on a pu rencontrer un certain nombre de publics, mais encore des jeunes qu'on n'arrive pas à toucher, à capter, et que le message pourrait passer plus facilement auprès de familles, auprès d'amis, auprès d'éducateurs sportifs. Voilà. Donc, on va vraiment essayer de s'appuyer sur ces acteurs locaux pour rentrer encore plus sur cette rencontre et ce contact avec les jeunes. Donc, pour faciliter ce contact, on a réfléchi à un schéma un petit peu de l'action, un véhicule que je vais vous présenter par la suite, puis des temps de rencontre avec l'équipe mobile, on va dire, où on puisse présenter les dispositifs, les outils, réaliser
un entretien un petit peu, alors même si c'est un entretien informel, hein, l'idée c'est qu'on soit sur de la discussion, sur de l'échange, pour voir un petit peu les besoins, avoir un petit peu un diagnostic partagé entre le jeune et l'équipe de professionnels. Et puis permettre aussi au public de participer à des actions, alors à la fois des actions qu'on va appeler de repérage. Alors ça peut être tournoi de foot, ça peut être des ateliers cuisine, ça peut être des ateliers théâtre, des choses comme ça, pour justement permettre un temps d'échange. On vient là de finir même un chantier de rénovation. Voilà, on avait pu le proposer à certains jeunes ils sont venus un peu discrètement au début, et puis l'alchimie s'est bien pris, et puis on a fini avec un nombre de jeunes conséquent. Voilà, donc toujours utiliser des outils, des actions, des moyens qui permettent de rentrer en contact avec le jeune. Et puis l'objectif, c'est la sortie du dispositif, donc que le public puisse aller ou vers de l'accompagnement social ou professionnel, ou vers de l'emploi ou vers de la formation, notamment en passant par un accompagnement auprès des structures du service public de l'emploi. Et puis le rôle de l'équipe mobile, c'est aussi de garder un contact, un suivi par la suite. Ne pas, ils sont vraiment une idée de passation de relais, mais on doit continuer quand même à être présent par la suite, ce qui permet aussi au public, si effectivement la relation avec le conseiller, notamment la mission locale, a un petit peu de mal à s'établir ou à se mettre en place, d'avoir notre équipe mobile qui peut faire le lien entre les deux. Voilà, le jeune, on s'aperçoit qu'il se livre plus facilement des fois à notre équipe qu'il a pu rencontrer plusieurs fois, avec lequel il a pu passer des instants, des moments de convivialité. Donc voilà, et ces échanges-là permettent par la suite de passer le relais plus facilement aux professionnels. Alors au niveau des outils, effectivement, on a eu, le financement dans le cadre de l'appel à projet d'un véhicule. Alors c'est un van qui est aménagé, hein, en plusieurs possibilités, il est modulable. Possibilité de recevoir directement le jeune et de réaliser un 1er entretien, même si l'idée c'est vraiment d'être plutôt dans une discussion, mais aussi de pouvoir répondre aux besoins tout de suite, du jeune, de lui montrer qu'on peut être réactif à sa demande. Donc ce bus, il est équipé au niveau numérique, voilà, on peut consulter les offres d'emploi, on peut imprimer des offres, on peut travailler des CV, voilà. L'idée, c'était de montrer aux jeunes: «Viens, avec toi, je vais tout de suite réaliser quelque chose. Je vais pas te dire: attends, prends un rendez-vous, reviens, on se revoit dans quelque temps», et c'est des fois sur ces temps-là qu'on perd justement la confiance du jeune. Donc là, lui montrer que tout de suite, on réagit avec lui et on travaille avec lui. Ce véhicule peut se mettre aussi en format 7 places, donc il nous permet aussi de se déplacer sur des événements locaux, et notamment de faire participer, comme on a cette problématique de mobilité sur le territoire, de se rapprocher un peu des lieux un peu plus actifs, on va dire, un peu plus culturels du territoire, et dire à des jeunes qui sont un peu isolés, de dire: «Tiens, on vient te chercher, et puis on t'emmène». Bon, il y a eu là la fête de la musique notamment, l'été dernier, mais ça peut être un autre événement sur le département notamment. Voilà. Donc faciliter un petit peu, dire aux jeunes: attends, sois pas bloqué par ta mobilité. Si tu veux te rendre sur un événement, on va pouvoir t'accompagner. On essaye de mutualiser et de le faire avec plusieurs jeunes, mais voilà, on a cette capacité d'emmener au moins 7-8 personnes. Donc voilà, donc encore une fois, c'est de pouvoir répondre aussi, montrer aux jeunes qu'on est réactif et qu'on ne lui dit pas: dommage, toi, tu n'as pas accès à la mobilité, tu ne pourras pas participer à cette action, à cet événement, voilà. Non, c'est de casser justement cette difficulté-là, avec lui, et donc le véhicule est utile pour ça. Donc le véhicule circule sur l'ensemble du territoire. On n'a pas positionné de temps de présence, c'est pas, le lundi après-midi, on est présent sur telle place de village. Non, c'est plus le travail de l'équipe mobile, des liens qu'ils ont pu, tisser, de se déplacer, de passer régulièrement des fois aux mêmes endroits, de s'appuyer aussi sur les acteurs locaux, clubs sportifs ou autres notamment. Voilà, d'essayer d'aller là où le public peut être présent, de répondre aux demandes aussi des élus qui peuvent avoir identifié aussi certains lieux. Voilà, mais là, on est plus sur un système de maraude un petit peu, qui est effectué. Là, on arrive sur une autre partie qui me semble important aussi et essentielle, c'est le mariage partenarial.
Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais effectivement, il faut bien être conscient que c'est de là que peut se faire aussi le repérage. Le véhicule qu'on vient de voir, c'est visible pour certains jeunes, mais notamment à la limite les jeunes qui sont pas forcément invisibles, puisqu'ils sont présents, ils sont dans la rue, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les zones rurales, ils sont sur des city-stades, ils sont voilà. Donc on sait où aller les voir. Mais le public d'invisibles vraiment isolés, qui à la limite ne sort pas forcément de chez eux et qui n'aurait pas voilà, la possibilité de rentrer en contact avec nous, il faut bien qu'on aille le chercher aussi. Et ça, on s'appuie vraiment sur le partenariat qui est vraiment voilà, divers, et notamment sur le caricatif. Je pense, nous, à notre antenne de Secours Populaire ou de Restos du Cœur, en sachant que là aussi, on le développe un peu différemment, puisque au début de notre projet, bah, on y passait, on déposait nos flyers, nos cartes, des choses comme ça. On passait au moment des collectes, on demandait 10 minutes d'attention pour présenter un peu notre dispositif. Les gens étaient là, nous écoutaient, mais derrière, il n'y avait pas de suite. Parce que, bah, oui, on venait, mais ils ne nous connaissaient pas forcément. On a changé un peu notre tactique, puisque maintenant, bah, on a vraiment formé et on va à la rencontre des bénévoles directement, qu'on appelle nos multiplicateurs, et qui, eux, vont en parler directement aux familles, au public qui pourraient avoir besoin et qui puissent après prendre contact avec nous et établir le lien avec notre équipe mobile. Voilà. Donc l'idée, c'était juste de se dire, voilà, dans l'esprit partenarial, d'appuyer cette espèce de multiplication des informations. Et voilà, si ce n'est pas directement nous qui devons passer l'information, on doit s'appuyer sur des partenaires qui sont peut-être plus proches du public ciblé. Et puis enfin, notre dernière action, enfin dernier outil que je voulais vous présenter, c'est ClickNote. Donc là, c'est déjà dans une deuxième étape, puisque ça veut dire que le jeune, on est déjà en contact avec lui. Voilà, il y a déjà une mobilisation de fait. Il peut déjà être venu s'inscrire même auprès, par exemple, de la mission locale ou d'autres structures. Et on lui propose voilà, d'avoir un nouvel outil, ClickNote, qui est téléchargeable sur un mobile, notamment par flashcode notamment. L'idée de ClickNote, c'est que le jeune puisse l'utiliser comme un répertoire un petit peu de structure d'accompagnement, puisqu'on a une barre de recherche, je ne sais pas si on va l'avoir par la suite, pardon, une barre de recherche qui va nous permettre de définir les besoins de la personne, et en fonction de ce qui tape dans cette barre de recherche, on va lui donner les structures sur le secteur qui vont pouvoir l'accompagner au niveau social et professionnel. Donc ça nous a demandé, nous, c'est une véritable création, ça nous a demandé un gros travail de données, de mots-clés qui pourraient être utilisés par les jeunes et reconnus par le moteur de recherche pour l'orienter vers la bonne structure. Puisqu'encore une fois, c'est pas que l'orienter partout ou lui faire perdre aussi un peu confiance dans les informations qu'on peut lui donner. Donc cette application, elle est gratuite, elle est utilisable simplement, voilà, avec un compte à créer. En plus de cette possibilité pour le jeune d'avoir accès à ce répertoire de structures, le jeune va pouvoir prendre rendez-vous directement avec la structure, alors qui est une structure qui a ouvert son agenda et qui en est OK. C'est le cas, nous, de la mission locale. Alors, pourquoi on a choisi ça? Tout simplement, là, c'est l'idée de s'adapter aussi à leur environnement. Au sein de la mission locale, on a bien sûr un agent d'accueil, on a un module de rendez-vous, une prise de rendez-vous possible, par téléphone notamment ou en structure, mais il faut respecter les horaires d'ouverture. Et on s'était aperçu clairement, par le biais de notre site internet, où là, le jeune peut faire une demande qu'on le rappelle pour positionner un rendez-vous, qu'on avait des demandes qui apparaissaient tard le soir, voire en pleine nuit, ou alors sur des périodes de week-end, des moments où on ne pouvait pas le rappeler tout de suite puisque la structure était fermée. Donc là, l'idée, c'est juste que le jeune puisse à tout moment prendre contact avec son conseiller et définir déjà un temps de rendez-vous. Sur cette application mobile, le jeune aura la possibilité aussi de ranger des documents. Voilà, des documents qui lui sont des fois régulièrement demandés quand il va s'inscrire dans n'importe quelle structure, et que des fois il n'a pas forcément avec lui, ou justement ça peut être un moyen pour lui de dire: «Mais non, je ne retourne pas là-bas parce qu'ils vont encore me demander ça, avant de vraiment m'inscrire et vraiment de se mettre à ma recherche». Donc là, c'est lui dire: «Bah, par cette application, tu as déjà ces documents, tu les fournis plus rapidement à la structure d'accompagnement, et on peut plus vite être dans des démarches pour son insertion professionnelle notamment». Pour conclure, juste pour un petit point, alors nous on est au milieu là, de notre action, puisqu'on vient de finir notre première année.
Au niveau des chiffres, voilà, ça c'est les chiffres que je vous laisserai avec la présentation. On s'aperçoit effectivement qu'on atteint les objectifs qui nous avaient été donnés, mais que voilà, notre gros travail, ça va être vraiment surtout sur aller chercher peut-être ce public qu'on pourrait appeler vraiment des vrais invisibles, qui sont vraiment déjà isolés et voilà, qu'il faut vraiment aller chercher en s'appuyant sur d'autres partenaires. Merci, monsieur Andréo, pour votre présentation. Dans le même esprit, nous allons passer à un dispositif de la ville de Blois, principalement situé en quartier prioritaire de la ville, mais également autour. Il s'agit du dispositif Blaze Watch de la mission locale de Blois, et dont le changement de posture est le leitmotiv. Thomas Prigent, directeur de la mission locale de Blois, va nous présenter les méthodes mises en place. Monsieur Prigent, d'après vous, qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain? Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thomas Prigent, directeur de la mission locale du Blésois, et donc je vais vous présenter de manière la plus synthétique possible notre projet Blaze Watch. Vous dire juste quelques éléments sur notre territoire. La mission locale du Blésois, c'est en gros le tiers central du Loir-et-Cher, une centaine de communes, 180 000 habitants, un peu plus de 4 000 jeunes 16-25 NEET, et un territoire finalement qui est assez mixte avec une unité urbaine blésoise qui fait à peu près 70 000 habitants, au sein de laquelle on trouve un QPV qui, relativement à la taille du territoire, est important, puisqu'on y a 12 000 habitants à peu près, c'est plus du tiers des habitants de la ville de Blois. Et pour ce qui est et ensuite, nous avons des zones rurales, dont une partie de notre territoire qui est classée en zone de revitalisation rurale, ZRR. L'activité de la mission locale en 2021, c'est un peu moins de 2900 jeunes accompagnés, dont un peu plus de 1200 qui ont été inscrits pour la première fois. Nous avons 2 sites permanents à Blois, l'un qui est, disons, en périphérie du centre-ville, et le deuxième, ouvert il y a 1 an, qui est au cœur des quartiers prioritaires de la ville. Et ensuite, nous avons 12 permanences qui sont symbolisées sur la carte que vous voyez là, 11 en milieu rural et une au sein de la maison d'arrêt qui est située à Blois. Alors, le projet Blaze Watch, on a d'abord fait un diagnostic. Pour ce diagnostic, on s'est essentiellement appuyé sur à la fois des chiffres fournis par l'Observatoire de l'économie et des territoires du Loir-et-Cher, qu'on a mis en regard de nos propres chiffres, ce qui nous a permis d'identifier des territoires prioritaires en milieu rural, à savoir ce qu'on appelle le Mérois, autour de la ville de Mer, un petit peu au nord de Blois, et le Controis, autour de la ville de Contres, un petit peu au sud. Et donc ces territoires-là ce sont devenus des axes prioritaires spécifiques à notre projet, en plus des publics prioritaires déjà mentionnés dans l'appel à projet, qui étaient les jeunes des QPV et les jeunes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. On a eu une première phase sur les années 2020 et 2021 et on a été retenu pour pouvoir prolonger nos travaux jusqu'à mi-2023. Les membres actuels du consortium, la mission locale, le bureau information jeunesse, la fédération Libre comme l'air, qui est en fait une fédération d'associations, de plusieurs associations portées par des jeunes des quartiers prioritaires de la ville de Blois, qui sont très actifs ici, qui sont pour nous des relais de terrain essentiels, et également les restaurants du cœur, notamment parce qu'ils ont une action en milieu rural à travers des maraudes et des tournées, et une connaissance déjà importante des familles, évidemment plutôt des familles en situation difficile dans les milieux ruraux, et c'est important compte tenu de la difficulté qui a été soulignée à plusieurs reprises de capter ces seins visibles dans ces zones rurales. Une première année, alors pas tout à fait blanche, mais quand même grise en 2020, compte tenu de toutes les difficultés auxquelles on a été confronté, évidemment comme tout le monde. Et puis par contre, une montée en charge beaucoup plus nette en 2021. Alors, quelques exemples des actions de repérage qu'on a pu mener. Un partenariat avec le Centre du service national à Orléans, qui nous a permis, après pas mal d'échanges et d'ajustements aujourd'hui, d'intervenir systématiquement dans les journées de préparation à la défense auprès de l'ensemble des jeunes qui y participent, c'est-à-dire de capter, enfin de pouvoir être visible
finalement de 90% des jeunes, puisque presque tous les jeunes passent par ce point, et de repérer au sein de ces journées de préparation ceux des jeunes qui justement relèvent d'une situation d'invisible ou d'une situation un petit peu périphérique, comme les décrivait Madame Bernot-Caboche tout à l'heure. Par ailleurs, présence d'un conseiller itinérant dans l'espace public au sein des quartiers prioritaires de la ville, donc un conseiller en insertion sociale et professionnelle, qui, et c'était nouveau pour nous, a vocation à être beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la mission locale. Pour l'anecdote, parce que c'est une démarche qu'on avait déjà initiée avant le projet Blaise Watch lui-même. Ce conseiller, qui s'appelle Alain, est aujourd'hui repéré comme Monsieur Sac à dos par les habitants des quartiers, puisqu'il arpente beaucoup les quartiers avec un sac à dos. Une conseillère dédiée à la relation avec les acteurs du champ du handicap et à l'accompagnement des jeunes ayant une reconnaissance travailleurs handicapés. Ce qui nous a permis là, de densifier beaucoup les relations avec ces acteurs amont par rapport à nous, donc les associations familiales, les institutions qui reçoivent ces jeunes handicapés, enfants et adolescents. L'enjeu étant évidemment d'éviter les ruptures dans les parcours et de faciliter la transition une fois que ces jeunes sortent de ces institutions pour que la mission locale puisse les accueillir et les accompagner sur mesure. Une formation-action pour laquelle nous avons été accompagnés par Jérôme Guillet, l'association Matière Prise, qui est sans doute une des personnes les plus compétentes et les plus pertinentes en termes de gestion des relations avec les personnes dans l'espace public. Et donc un petit groupe de conseillers au sein de la mission locale ont expérimenté des explorations de villages dans les territoires ruraux pour aller à la rencontre des habitants, pour essayer d'enquêter sur les endroits où pouvaient se trouver les jeunes. Et à l'issue de cette première phase, on a tiré une série d'enseignements, de modalités d'intervention. Et donc on lance là maintenant en 2022, grâce à un dispositif qui se rapproche beaucoup de ce qu'a présenté Pithiviers, que chez nous on a appelé la Milo Mobile, un minibus, floqué aux couleurs de la mission locale, un barnum, qui va nous permettre, là à partir du printemps, de faire des tournées régulières dans ces territoires ruraux, à la rencontre des jeunes et en connexion avec d'autres partenaires, notamment les Restaurants du Cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi, par exemple, on a déjà prévu de le faire avec l'agence d'intérim ADECO, avec qui on travaille beaucoup, et qui est partante pour venir avec nous sur ces tournées à la rencontre des jeunes. Autre action, parenthèse. Alors là, l'idée, c'est de se dire, on a des partenaires entreprises, et ici à Blanc, on a la chance d'avoir quelques grandes entreprises qui ont des salariés. Ces salariés eux-mêmes ont des enfants, et parfois, ces enfants vont être des personnes, des jeunes en situation difficile, et des parents salariés qui, évidemment, sont dans la difficulté avec ça, qui n'osent pas forcément en parler, qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer, nous, sur nos relations avec les entreprises pour leur proposer d'intervenir directement dans leurs locaux, auprès de leurs salariés, présenter l'offre de service de la mission locale et mettre à disposition un service sur mesure pour, dans un premier temps, rencontrer ses parents et ensuite accéder aux jeunes qui vivent sous leur toit. En matière d'action de mobilisation et d'accompagnement, le deuxième stade, on a proposé un certain nombre d'ateliers collectifs, des ateliers vraiment dédiés à la socialisation pour des jeunes qui ont d'abord besoin de retrouver la confiance en eux, la confiance dans les autres et un petit peu le goût des autres, je dirais. Des ateliers ensuite de mise en activité à travers différentes choses. On a mis en place ici à la mission locale des ateliers viennoiserie, puisqu'on a la chance d'avoir une ancienne boulangère dans nos conseillères. Une web radio également, en partenariat avec notre radio associative locale qui s'appelle Studio Zef. Des ateliers de vidéo, cette fois en partenariat avec l'agence Cyclique. Voilà, et donc un certain nombre de jeunes ont pu participer à ces ateliers
parmi les jeunes invisibles. Même si, pour des raisons de fonctionnement, dans ces ateliers participent à la fois des jeunes invisibles et des fois des jeunes inscrits déjà à la mission locale. Nous avons également, au début de l'année 2020, recruté 2021, une enseignante de la conduite au sein de la mission locale et mis en place un atelier qu'on a appelé Codissimo et qui permet aux jeunes de se former et de se présenter et de passer le code de la route, voire de s'initier à la conduite à travers des simulateurs de conduite. Et ça, c'est évidemment un atelier qui est assez intéressant et qui est assez appétissant, je dirais, pour un certain nombre de jeunes pour rentrer. C'est une des portes d'entrée possibles dans la mission locale. Nous mobilisons bien sûr les dispositifs d'accompagnement renforcé passés à garantie jeune et maintenant contrat d'engagement jeune. Et puis un point très important, nous avons la chance d'avoir dans l'équipe 2 psychologues et cette offre de service en matière d'écoute et de suivi psychologique est très importante pour un certain nombre des jeunes invisibles que nous rencontrons et chez qui on voit avec une certaine inquiétude des phénomènes d'isolement, d'anxiété, de syndrome dépressif de plus en plus prononcés. Et parfois, c'est ce premier sas qui est indispensable avant de pouvoir faire d'autres étapes. Alors, rapidement, quelques éléments chiffrés. Nous nous étions donné un objectif de 330 jeunes à repérer sur ces 2 premières années. Nous en avons finalement repéré 288, donc un peu plus de 85% de l'objectif. Comme vous le voyez, nous avons assez largement dépassé nos objectifs en QPV et sur les jeunes non spécifiques, disons. Donc ça renvoie à pas mal de choses qui ont été dites ce matin. Et en revanche, sur les 2 territoires ruraux, le Mérois et le Comtrois, là, ça a été beaucoup plus difficile. Un peu plus sur le Comtrois, notamment parce qu'on y a des relais plus importants en termes de partenaires et parce que les élus aussi se sont plus engagés. On a notamment une élue de ce territoire-là qui est vice-présidente de la mission locale et qui est très concernée par cette problématique. Et c'est évidemment aidant pour notre démarche. Pour ce qui concerne les jeunes travailleurs handicapés, je l'ai mis à côté dans une cohorte différente, puisque ces jeunes sont compris en fait dans les autres catégories, mais ça permet de montrer que là aussi, on a pu dépasser les objectifs qu'on s'était fixés. La même présentation avec des chiffres un peu moins importants, puisqu'il s'agit là des jeunes accompagnés, donc pour faire très simple, des jeunes qu'on a pu inscrire à la mission locale et qui ont pu rentrer dans une démarche d'accompagnement après leur repérage. Donc là, vous voyez, on est à 90% de l'objectif qu'on s'était fixé au départ. C'est évident, mais ça va toujours mieux en le disant. Les résultats qu'on a obtenus, l'analyse qu'on en fait nous, c'est qu'ils reposent avant tout sur la présence humaine et sur la posture humaine des gens, et notamment de notre coordinateur invisible, qui s'appelle Farid Hadak, et dont je vous mettrai les coordonnées en fin de diapo. Voilà, les outils sont importants, mais je pense que ce qui est déterminant, c'est vraiment la posture des personnes et la capacité à aller vers les jeunes, on l'a dit. Et du point de vue des jeunes, à mon avis, ce qui fait que ça fonctionne, c'est avant tout la réputation des personnes qui travaillent pour l'institution et non pas la réputation de l'institution elle-même. Et donc l'idée, c'est pour être visible, pour repérer les invisibles, il faut nous-mêmes nous poser la question de notre visibilité et faire en sorte que nous soyons visibles et de manière récurrente. Une question, je crois que je l'ai remis sur la slide d'après, mais la question du public décrocheur des moins de 16 ans, donc je vais y revenir très rapidement ensuite en conclusion. Deuxième point, le rôle de ce que nous avons appelé, c'est une des salariés de la mission locale qui a trouvé ce nom-là, les relais amplificateurs de confiance. Alors, ils sont très nombreux, hein, on les a identifiés progressivement et on en trouve chaque jour d'autres, mais bien sûr les familles, les parents, les travailleurs sociaux, mais aussi des dirigeants de clubs sportifs et des éducateurs sportifs, parfois des élus locaux, des gendarmes, y compris dans certains cas, peuvent être ces relais en direction des jeunes, des auto-écoles, des secrétaires de mairie,
des habitants ressources. Alors quand je dis habitants ressources, ce n'est pas forcément des gens qui ont un statut à proprement parler d'habitants relais, mais des gens qui, par leur charisme, leur engagement, on va pouvoir créer des liens avec eux et ils vont être relais amplificateurs de confiance vers un certain nombre de jeunes. Des commerçants, notamment dans les villages ruraux, c'est un relais important, les boulangeries, les bars, et puis bien sûr les jeunes entre eux, entre pairs, qui peuvent, c'est peut-être même le principal relais le plus intéressant qu'on peut utiliser, puisqu'une fois qu'ils ont compris à quoi on peut leur être utile et qui peuvent nous faire confiance, c'est eux qui vont être les meilleurs ambassadeurs de ce message-là auprès de leurs pairs. C'est aussi une expérimentation qui questionne les postures et les pratiques professionnelles de l'ensemble de l'équipe de la mission locale. Ça a été abordé tout à l'heure dans le cadre de la présentation de la première expérience. Ça questionne sur différents niveaux la question de l'espace, les bureaux de la mission locale, l'espace d'accueil. Ici, on a la chance d'avoir un espace d'accueil assez grand au rez-de-chaussée où on peut faire pas mal de choses. Les lieux des partenaires, l'espace public, mais même aujourd'hui le domicile des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 ans, aller au domicile des jeunes, c'était quelque chose qui était quasiment tabou pour nous. Aujourd'hui, Farid Dada, qui coordonne le projet, quand c'est nécessaire et avec toutes les précautions que ça demande, peut se rendre au domicile des jeunes. Quand un jeune est dans sa chambre et qu'il a du mal à en sortir, on va aller jusque-là, notamment parce qu'on aura fait un travail préalable avec la famille qui nous donnera cette chance de pouvoir entrer jusque-là. Donc c'est globalement toute la question du dehors et du dedans qui est questionnée. Et ça va de soi pour certains professionnels, ça va moins de soi pour d'autres. Et je pense qu'il y a un enjeu, nous on le voit bien, à petit accompagner les professionnels sur ces questions-là parce qu'elles sont déterminantes si on veut être au rendez-vous de notre public dans les années à venir. Et puis dans le même ordre d'idées, la question de ce qu'on appelle la distance ou de la proximité professionnelle. On a longtemps dans le travail social et dans nos métiers aussi utilisé cette notion de distance professionnelle. Et aujourd'hui, sans doute la question qu'il faut se poser, c'est plutôt celle de la proximité professionnelle avec notre public. On peut être tout à côté des gens tout en restant très professionnel. La question se pose aussi sur la question du temps. Ça a été dit aussi avant moi. Hein, les horaires de travail, évidemment, pour rencontrer ce public ne peuvent pas être que ceux qu'on a l'habitude de faire. Et la question aussi du temps dans la durée, c'est-à-dire du temps linéaire. Les délais de mise en place de la relation de confiance avec le public, ça peut prendre du temps. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est, comme beaucoup de structures, pris parfois dans des contradictions entre les commandes qui nous sont passées en termes de dispositifs, de prescriptions, et cette nécessité pour une partie du public de laisser le temps au temps, sinon on repère au sens, on les perd, de repère, et non pas de repérer, sinon on repère les jeunes aussi rapidement qu'on les a rencontrés. Et donc, dernier point là-dessus, c'est la question de la méthode et la possibilité de pouvoir écouter avant de proposer. Je reviens juste d'un mot, avant d'en terminer tout à fait, sur cette question des moins de 16 ans. Il se trouve que nous, notamment dans les QPV, mais sans doute aussi dans le rural, on a rencontré un certain nombre de jeunes de 15 ans, voire parfois de pas tout à fait 15 ans, qui sont clairement dans une situation d'invisible. Alors là, dans le cadre de l'appel à projet, on ne les valorise pas directement dans l'outil collecteur, puisque ce n'est pas prévu au départ, mais je pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus, parce que ces jeunes, finalement, subissent une double peine. Ils sont invisibles de situation, et comme ils ne rentrent pas aujourd'hui dans la politique publique de repérage des invisibles qui concerne les 16-29, ils sont sur-invisibilisés en quelque sorte. Et alors ça ne concerne pas des volumes énormes, mais nous, sur 2 ans, ça concerne quand même quelques dizaines de jeunes. Donc il y a vraiment une question à se poser là-dessus. Et puis enfin, j'ai posé la question dans cette forme-là, un nouveau métier émergent, mais ça a été aussi dit par la personne qui est intervenue dans la première expérimentation. On voit bien que tout ça, ça dessine, ça permet d'expérimenter des postures, des pratiques nouvelles qui sont, je trouve, moi, très prometteuses, très convaincantes.
La question qu'il va falloir qu'on se pose ensuite, et sur laquelle nous, on a peut-être moins avancé que l'expérimentation de l'Est de la France, c'est comment on formalise tout ça. Est-ce qu'il y a de la formation, de la professionnalisation qui vient avec cette tendance pour que ce ne soit pas qu'une expérience éventuellement réussie, mais que ça puisse dessiner vraiment quelque chose à long terme d'une nouvelle solution pour ce public. Voilà. Et puis je vous ai indiqué mes coordonnées ainsi que celles de Farid Hadak, qui est le coordinateur du projet, si vous souhaitez les uns ou les autres échanger plus avant sur un des points que j'ai présentés. Voilà, merci beaucoup. Donc merci à tous pour votre présence. Je tiens à remercier vivement les intervenants, Madame Bernot-Caboche, les intervenants pour les dispositifs. Je vous remercie également, vous participants, pour l'intérêt que vous portez pour nos webinaires Pacte. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les ressources, notamment sur la plateforme dédiée aux professionnels de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de matinée et un bon week-end à tous.